Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème qui nous anime ce soir, c'est celui du secteur de la santé et de la pharma au sens large. Et c'est Éric Le Berrigaud que nous retrouvons à mes côtés en plateau, expert santé à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Éric. Bonsoir Edouard. Merci beaucoup d'être là. On va faire le point avec vous sur la bataille des GLP-1. Vous avez été le premier à m'en parler il y a déjà quelques années de cela maintenant, Éric. Mais revenons quand même sur un des événements qui a été peut-être l'événement de cette fin d'année le plus important pour le secteur pharma, à savoir cet accord-cadre, ce premier accord-cadre signé entre l'administration Trump et un grand laboratoire pharmaceutique, Pfizer en l'occurrence. Je crois que AstraZeneca a suivi derrière. Donc on parle d'accords qui permettent justement de fixer un tarif douanier sectoriel, c'est ça, pour ces entreprises du secteur de la pharma, Éric? Alors, on espère au niveau sectoriel. Pour le moment, ce sont C'est entreprise quelques par labos pour le entreprise, c'est ça? moment. Ouais. Donc, on imagine à un certain moment, quand on aura atteint un certain nombre d'accords bilatéraux, que peut-être l'organisation de l'industrie arrivera à solder, à obtenir le même type d'accord pour le reste des acteurs. Mais donc oui, on a commencé par Pfizer, on a eu AstraZeneca, ce qui était intéressant parce que c'était un premier européen, donc ça permettait de dire c'est pas simplement le fait d'être américain qui permet d'eux. Il y a eu un accord qui est un peu plus passé inaperçu avec Merck et Renault, et puis les deux acteurs du GLP-1, justement Lilly et Novo, qui sont passés la semaine dernière. Donc une des conséquences de cet accord, c'est ils sont tranquilles, pas de tarifs pendant 3 ans. Mhm. La contrepartie, bon, si on en reste là, elle est relativement acceptable. Honnêtement, on est quand même un peu dans un exercice de communication aussi. Donc, chacun joue sa partition. Trump a besoin d'une victoire vis-à-vis de ses électeurs. L'industrie l'a compris, donc jusqu'à un certain point. Et le point qui a été atteint pour obtenir un deal, il est acceptable parce que ça concerne essentiellement Medicaid aujourd'hui. Et Medicaid, c'est 5 à 10% maximum du revenu des laboratoires aux États-Unis. Donc en fait, 5 à 10% d'un peu moins de 50%, bon, Ouais. sur lequel on a une baisse qui n'est pas non plus de 100%. En fait, au maximum, les labos disent c'est 2 à 3% d'impact top line pour la prochaine année, à supposer que ça soit mis en place au 1er janvier. Donc, D'où le phénomène de soulagement boursier qu'on a vu absolument. à l'annonce Voilà. du contrat, enfin de l'accord, pardon, avec Pfizer, Tout à fait. l'américain, qui a été un peu perçu comme étant le chef de file effectivement de ce secteur. Donc on verra si l'ensemble du secteur est logé à la même enseigne. Ouais. On peut imaginer d'ailleurs que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne dans ces accords avec l'administration américaine. Ça paraît difficile. Ouais. La plupart des autres labos qu'on interroge, évidemment, maintenant on leur dit alors vous, où est-ce que vous en êtes, etc. La plupart nous disent on est dans la finalisation, dans les quelques derniers détails. Donc c'est quel nombre de produits on met sur la fameuse plateforme qui a été nommée Trump, comment RX. Trump AX RX. Non, RX. Voilà, en toute simplicité, en toute modestie. Et puis après, sur Medicaid, ça dépend un petit peu du poids que ça représente dans chacun des labos. Mais bon, objectivement, à quelques petits détails près, ils doivent tous être assez proches d'obtenir un deal d'ici à la fin de l'année, de telle sorte que ça puisse être mis en place début 2026. Ça va être intéressant. Vous dites Lilly et Novo sont passés, donc Ouais. ils n'ont pas été, enfin Novo n'a pas été discriminé par rapport à l'acteur américain Lilly pour l'instant, de ce point de vue-là. Non, ils ont obtenu des choses assez alignées. Oui. Intéressant à noter, parce que c'est l'autre sujet qui vous amène, Éric. Et on parlait de ça il y a peut-être maintenant 3 ans. Démarrage de ce marché des GLP-1 tourné vers l'obésité, le traitement entre autres de l'obésité. Éric, à l'époque, Novo était une star. Le cours de bourse a dû atteindre son pic à l'été 2024, je crois, chez Novo Nordisk. Ouais. Il a été divisé par 3 depuis. Quand le cours de bourse de Lilly, lui, tutoie encore des sommets historiques, je pense, au moment où on se parle. Le marché a décidé que le gagnant, c'était au final Lilly. Oui, et c'est la somme de... Alors, c'est assez inattendu. C'est vrai, quand on en parlait il y a 1 an et demi, on imaginait assez voir les deux acteurs rester dans une situation de duopole pendant un certain temps. À l'image de ce qui s'était passé dans les insulines, finalement, on envisageait que ça se reproduise un petit peu de la même manière, que chacun prenne l'ascendant à la faveur du lancement d'un nouveau produit, et puis qu'à son tour, l'autre... Bon. Et puis on voyait bien qu'il y aurait quelques challengers qui arriveraient un petit peu plus tard, mais qui récupéreraient grosso modo un petit peu les miettes et ce que les deux premiers leur laisseraient. Et ça s'est pas du tout passé comme ça.
Et en fait, c'est une somme de petites erreurs, erreurs de communication, erreurs de positionnement des produits, erreurs dans le messaging. C'est-à-dire que Novo a voulu se positionner très haut sur la pyramide, sur des patients très obèses, avec un discours très médical, arriver avec des résultats cliniques sur des bénéfices sur la morbi-mortalité, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est pas là qui est le gros du marché, en fait. Et Lilly a probablement compris ça beaucoup plus vite. C'est plus un truc, enfin je le dis avec mes mots, mais finalement c'est plus un marché drivé par des influenceurs, c'est plus un marché de masse et Oui. de consumer Ah ouais. qu'un marché de médicaments purs et durs au sens Aujourd'hui, strict. tous les derniers changements qu'on a vus chez Novo, y compris les dissensions entre le board, la direction, les départs, etc., vont conduire à avoir un repositionnement beaucoup plus consumer. Et en fait, l'objectif, c'est de discuter de la perte de poids, de la qualité de la perte de poids, de la durabilité de la perte de poids, mais essentiellement de la perte de poids. Ouais. Voilà. Là où tout ce qui est autour, pour l'instant, n'est pas vraiment un driver. Mais ça veut dire qu'on oublie tout le reste, Eric. Et vous m'en avez parlé. Non, mais c'est tellement passionnant, mais on oublie toutes les autres indications qui pourraient être traitées par des GLP-1. Alors, on ne les oublie pas, elles sont connexes, mais pour le moment, en tout cas, elles n'ont pas une influence marquée sur le développement du marché. C'est-à-dire qu'on a décrit au départ, rien qu'aux États-Unis, on sait qu'il y a 100 à 120 millions de patients qui rentraient dans la définition de l'obésité. Et on savait qu'il y en avait à peu près probablement 20% qui étaient des patients sévèrement atteints avec plusieurs facteurs de comorbidité. Bon, c'est ceux-là qu'au début, Novo a voulu viser en disant c'est ceux qui ont le plus de chances d'être couverts par une assurance, quelle qu'elle soit. Donc le patient, ça ne lui coûtera rien. C'est ceux qui ont le plus de chances de rester durablement sous traitement, parce que pour eux, ça deviendra un traitement chronique. Parce qu'à la limite, même si sur l'élément de perte de poids, ils pourraient être enclins d'arrêter pour tenir leurs bénéfices cardiovasculaires, ils le prendront comme on prend un traitement de l'hypertension ou de l'insuffisance rénale. Et en fait, ça n'a pas passé comme ça. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a eu les problèmes de production, il y a eu du shortage sur les produits, ce qu'on a appelé le compounding, c'est-à-dire que des pharmacies ont été capables de copier un petit peu le produit en l'améliorant. Et puis, même quand il est venu à nouveau totalement disponible, ils ont continué à. Enfin, aujourd'hui, on traite un petit pourcent de ces 100 à 120 millions. Donc, en fait, le marché est toujours là. Ça veut dire que ce qui a été fait jusqu'à présent ne permet pas d'aller chercher ce marché en volume. Alors, on est en train maintenant de mesurer, on va mesurer l'élasticité prix-volume, parce qu'on a un effort très important sur la baisse de prix. On va voir. Vu c'est quoi, $400 sur un mois, $400-500 par mois voilà, on tombe à ces niveaux-là. Oui, on était à 1300. Voilà. Donc, alors, il y a une baisse de prix certaine, et il y a une hausse de volume possible. Et donc, c'est ce qui provoque le drame sur Novo, c'est de dire, bien sûr, facialement, ça a l'air tentant de dire, on pense que les mauvaises nouvelles sont toutes intégrées. Mais en fait, en fonction de la manière dont ça se passe, et s'il continue, alors certes, il pourrait bénéficier d'une croissance du marché en volume, mais s'il continue à perdre des parts de marché au bénéfice de Novo, de Lilly, pardon, c'est ça. L'investisseur est un peu hésitant. Pas évident que le retard sur ce marché consumer, que le retard soit rattrapable par Novo aujourd'hui. Alors, de toute façon, il y a beaucoup de lancements qui arrivent encore, parce qu'on est malgré tout encore au tout début de cette histoire. Donc là, ils ont deux opportunités de se refaire un petit peu. Il y a le lancement de la forte dose de Wegovy, donc la dose 7,2 mg qui va permettre théoriquement de se mettre à parité en termes d'efficacité par rapport aux tirzépatides. Bon, ça, je crois moyennement à l'effet de ça, parce qu'en fait, on se rend compte que les médecins ne vont pas chercher les doses les plus fortes des médicaments. Donc, en termes de positionnement marketing, c'est compliqué de justifier d'aller chercher une dose très, très élevée pour faire la même chose qu'un produit que maintenant on connaît bien et qu'on maîtrise bien. Et puis, il y a le segment oral qui va s'ouvrir. Et là, il y a une bataille entre Oral Sema 25 mg et l'orphoglipron de Lilly. Et là, il y en a un qui semble plus puissant, mais moins facile à utiliser, un peu moins bien toléré. Donc, est-ce que là, ils sauront utiliser les bons canaux, les bons messages Ça va être intéressant. Soit, là, ils font un petit peu plus jeu égal,
soit si Lilly remporte aussi cette bataille-là, ce sera extrêmement difficile. Et puis les autres, ils poussent derrière. Hein. On a vu Pfizer, on a vu Pfizer remporter Metsera. Oui. Là aussi, c'est petit coup dur pour Novo, ça, de ne pas avoir emporté l'enchère. Et oui, ils ont quand même dit clairement, on en aurait besoin. Ça fait sens, l'actif est beau, on connaît bien l'équipe, on aurait besoin de ça, et puis au final, ils ne l'ont pas eu. Donc ils ont mis leur faiblesse sur la table, et maintenant ils ont donné ça à un concurrent direct. J'ai vu que Lilly, c'est quasiment $1 trillion de capitalisation boursière. Non, mais ça commence à faire des grosses capis, quoi. Hein. Ouais, après, Lilly n'est pas bon que dans l'obésité. C'est ça qui est assez remarquable. Alors, c'est le gros driver, certes, mais ils sont quand même aussi très performants dans l'inflammation, dans le cancer. Donc, c'est quand même une très belle boîte. Ouais. Bon, un mot, il nous reste une minute. Sur le plan boursier, là, comment vous regardez le secteur pharma? Je ne sais pas, peut-être en Europe, Eric, c'est pas un secteur dont on a beaucoup parlé tout au long de l'année, en tout cas en termes de performance boursière. Mais là, de plus en plus de gérants, dans un moment un peu de doute, d'interrogation, tout de suite, c'est le premier secteur qui revient généralement dans la discussion. C'est effectivement la combinaison du premier thème qu'on a abordé, c'est de dire on y voit un tout petit peu plus clair, en tout cas à court terme, et c'est pas un drame ce qui a l'air de se passer aux États-Unis. Il y avait une partie aussi un petit peu en Chine où ça un petit peu, on était dans le flou, et là encore ça a l'air d'être assez clarifié. On est sur des multiples historiques qui sont plutôt un petit peu en dessous de la moyenne. On est sur du 13-14 en PE pour des croissances qui sont globalement high single digit, donc le PEG est OK. Donc en tout cas, alors ça c'est à la moyenne, hein, ça veut dire qu'il y a la capacité d'aller chercher les meilleurs là-dedans avec des PEG peut-être autour de 1. Donc oui, il me semble entendre effectivement cette petite musique d'une envie de revenir un petit peu vers le secteur. Oui. Merci beaucoup, Eric. Merci d'être venu nous parler de ce secteur de la pharma, de l'aventure des GLP-1 qui continue, bien sûr, et de cette bataille toujours entre Lilly et Novo Nordisk. Et Eric Le Bérigot, expert santé à la financière de l'échiquier, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.